Bonjour à tous, Joël Solaire, donc un habitant éco-ravissant, éco-ravi. Euh, je vais structurer ma présentation sur quatre grands thèmes. Le premier, l'historique, comment on s'y est pris, la durée, l'historique, les étapes successives. Un deuxième chapitre plutôt sur la construction elle-même, qu'est-ce que c'est qu'un habitat écologique, énergie passive. Un troisième chapitre qui sera autour du budget global et des modalités originales de financement. Notre chapitre sur la structure juridique, les structures juridiques, et, les coûts pour un habitant, combien ça coûte. Ensuite on rentre dans le dernier volet, qui est comment on fait pour rentrer et sortir de ce type d'habitat, et les modes de gouvernance. Voilà comment je vais le structurer. Et j'attaque par le premier chapitre. Donc, voilà, c'est 19 logements éco-ravis, 3 bâtiments. Donc, il y en a 2 qui sont finis, habités. Le troisième est en cours de finition. Oh, il y en a encore pour 8-10 mois. Au total, nous sommes déjà 42 habitants, 17 enfants. On est, j'y reviendrai, 50% de retraités, 50% familles avec enfants. Et nous avons le projet aussi d'une maison commune ouverte sur le village, sur les activités socioculturelles, militantes, tout ce que vous voulez, quoi. Donc ça, c'est la dernière étape qui ne se fera pas avant 1 an et demi, 2 ans. Tout ça sur un budget total, le terrain, les constructions et tout, pour 4,5 millions d'euros. Terrain, conception, bâtiment. Comment ça a démarré cette histoire? Assez simple. 2007, les premières réunions informelles qui ont été déclenchées par des riverains d'un terrain, d'un foncier, à la périphérie immédiate de Dieulefit. Donc Dieulefit, on est dans la Drôme, à une trentaine de kilomètres de Montélimar vers l'est. Une petite vallée rurale. C'est une ruralité de petite production. Il n'y a pas de production intensive. Et là, ce terrain-là a été visé par un promoteur à la suite d'un réaménagement du plan local d'urbanisme. Un promoteur voulait acheter ce terrain pour bâtir du béton, quoi. Et les riverains, deux, trois riverains autour, mais c'est pas possible, on ne peut pas devant chez nous, là autour de nous, cette magnifique colline, c'est vrai que c'est un petit paradis, on ne peut pas laisser faire ça. Et donc ils ont commencé à se réunir, quelques-uns, puis trois, puis quatre, puis cinq. Et 2 ans après, donc une association, 2009, création de l'association Éco-Ravi. Et là, le but, c'était d'avoir le bras de levier pour les moyens techniques, juridiques de la création de ce lieu qui était déjà pensé comme un éco-lieu. On y reviendra. En 2011, on crée une SCI pour acheter, alors aux enchères, c'était un coup de bol pas possible, ce terrain était enclavé et on voulait la parcelle, mais il fallait aussi qu'on puisse y accéder et il y avait une parcelle. On est allé à la bougie et puis on a eu le petit passage pour pouvoir accéder. 2011. En 2013, achat du terrain, je vous dirai après comment on a fait. 2015, le permis de construire. Alors, permis de construire de 3 bâtiments, de 6 appartements, du T1 au T6. Et par contre, en 2016, on a transformé la SCI en SAS coopérative pour être fidèle aux valeurs du projet. On vous dira pourquoi après. Je vous dirai pourquoi. 2017, aménagement dans le premier bâtiment, donc 10 ans après le démarrage. Et là, j'y reviendrai. Si autour de vous, dans le milieu rural, il y a ces projets qui émergent, il y en a de plus en plus. Il y a un temps de maturation qui est beaucoup plus d'ailleurs une maturation des relations humaines. Il y en a qui sont arrivés, qui trouvaient que ça allait pas assez vite, etc. Euh, Apprendre à se connaître, apprendre à s'apprécier ou pas, ça prend
un temps nécessaire vu comment dire, l'ambition de ce type de projet. Il n'y a pas seulement les ralentissements juridiques et financiers, il y a aussi ce temps qui est absolument nécessaire de maturation avant une naissance. 2019, donc l'année dernière, le deuxième bâtiment est terminé. Les 6 familles, enfin 3 retraités et 3 familles sont installées. Et au printemps prochain, pas cette année, l'année prochaine, aménagement dans le troisième bâtiment. Qu'est-ce que c'est que ce type de construction bâtiment à énergie positive, c'est-à-dire que avec des capteurs solaires, il n'y a pas d'éolienne, le vent n'est pas assez stable, mais des capteurs solaires, d'une part du photovoltaïque pour l'électricité, et on revend 2 fois plus que ce qu'on produit, qu'on consomme, pardon, et capteurs solaires pour l'eau chaude sanitaire. Il n'y a donc pas de système de chauffage, donc c'est pour faire très court là-dessus, ni de climatisation, parce que l'été, dans le sud, il peut arriver qu'il fasse très chaud, c'est que l'investissement est assez lourd, hein, on y reviendra, mais l'investissement de ce type de VMC double flux, c'est-à-dire que toutes les heures, l'ensemble du volume d'air dans un appartement est intégralement renouvelé. Et avec des prises d'air qui sont un peu plus loin, un puits canadien. Donc l'été, l'air se refroidit dans le sol avant d'arriver dans le bâtiment. Et l'été et l'hiver, il se réchauffe dans le sol avant d'arriver dans le bâtiment. Et tout ça ne coûte rien, puisque l'ensemble de cette puissance électrique nécessaire pour ces VMC double flux sont intégralement produites par le soleil. Alors on me dirait, mais quand il y a des nuages ou il y a des jours d'éclipse, comment on fait? Mais à ce moment-là, ça bascule automatiquement, on rachète de l'énergie. On s'était posé la question de le stocker, de faire des systèmes de stockage, et finalement on crée plus de déchets écologiques à des batteries que de racheter. Des matériaux, les matériaux sont simples, de bonne qualité, solides, naturels. On veut que cet investissement tienne sur la durée. Donc bois, paille, terre. Pourquoi? Parce que c'est une inertie énorme, inertie thermique. Et on aurait pu faire des petites maisons, plein de petites maisons, donc 19 petites maisons, mais finalement, c'est beaucoup plus coûteux en termes financiers, pas forcément, mais à chaque fois, ça fait plus de dégâts. Donc on préfère se grouper. Et par contre, effectivement, c'est un pays qui est sec, hein, la Drôme. Donc, et puis, on sent bien que ça se dessèche de plus en plus. Les arbres meurent, il y a des coups de chaud pas possible. Donc, on a installé des grosses cuves, 60 mètres cubes d'eau de pluie, qui sont récupérées. Et bien sûr, il n'y a pas d'eau pour les toilettes. Et ça sent pas mauvais. On dit, ah ouais, les toilettes sèches dans la maison. Sauf que, tout simplement, il y a un système de ventilation, de VMC de ventilation qui aspire tout l'air des toilettes sèches dans l'appartement. Et on a des douches. Bon, il y a une petite photo là. Le bouclage pour l'eau chaude solaire, c'est quelque chose d'assez simple, mais on a mis du temps à le mettre au point. Entre l'endroit où il y a le ballon d'eau chaude, qui est de 20 mètres cubes, 10 mètres cubes, pardon, le ballon d'eau chaude qui est chauffé par les panneaux solaires, et l'appartement qui est complètement à l'autre bout, le temps que l'eau arrive, il y a 10 litres d'eau froide avant d'avoir de l'eau chaude. Du coup, après, niveau par niveau, on a fait un système de bouclage qui fait que quand l'eau chaude est arrivée à un endroit, quand elle est tirée par celui qui est juste après, elle est déjà préchauffée. Alors, qui c'est qui construit? Alors, on a très, comment dire, choisi que ce soit du local, alors pour le gros œuvre, alors bâti nature, des entreprises biolofitoises pour la plomberie, l'électricité, là où il y avait des niveaux d'expertise où on doit rendre compte de la certification de la construction. Donc on fait du local. Alors bien sûr, ça demande des négociations, de trouver les bons artisans, etc. Par contre, tout ce qui est intérieur, c'est nous là, tout le monde s'y met. Avec des salariés bien sûr, mais les cloisons, le second œuvre, les finitions, c'est des heures et des heures de finition et on s'y met. Et on a deux salariés
plus quelquefois des auto-entrepreneurs qui viennent donner un coup de main. Et surtout, 3 fois par an, des chantiers participatifs. Tout est pris en charge, surtout du woofing, mais pour des tâches assez simples, c'est bien d'être à plusieurs. Et il y a de plus en plus d'étudiants en fait qui veulent s'inscrivent et qui viennent, d'étudiants soit en design, soit en architecture, soit en formation concernant l'écologie. Comment on s'y prend pour fabriquer ça? Alors maintenant qu'il y a déjà 2 bâtiments qui sont habités, ils peuvent très concrètement voir, sentir le caractère très douillet, très cocoon de ces appartements quand on y vit, quand ils sont habités, quand tout est fini, c'est un niveau de finition important. Alors si vous voulez venir en vacances, n'hésitez pas. Et puis on fait la fête, j'y reviendrai aussi. Le budget. Le budget, ben, c'est un gros morceau, hein. C'est un terrain, donc 570 €. En gros, un bâtiment, 1 million. Un petit peu moins pour le dernier parce que l'expertise fait qu'on sait où faire des économies. Coût total, 4,5 millions. Terrain architecte, frais de construction. Alors, il faut compter donc 2 500 € le mètre carré, ce qui est énorme, hein, c'est un prix de luxe, hein. Donc, un appartement, je vous laisse lire et découvrir avec moi. Bon, 80 mètres carrés habitables, et des terrasses à l'extérieur, couvertes, et des vérandas, donc 260 000. Ah là là, c'est très cher, oui. Un petit appartement de 50 mètres carrés, 190. Oui, pour le milieu rural, c'est les prix d'une capitale, on va dire. Alors, on réduit les coûts, on garde la qualité sans arrêt. Il faut que ça dure. Il faut pas être tout le temps derrière. Enfin, comme j'ai dit, on va pas faire quelque chose qu'il faut sans arrêt bricoler. Donc c'est cher. Maintenant, vous prenez 190 000 €, le petit appartement de 50 mètres carrés, c'est celui que j'habite là. Sauf que derrière, après, on a fait nos calculs, j'ai zéro énergie, zéro chauffage, zéro pour l'eau chaude, l'eau de pluie, et mis bout à bout, le différentiel est amorti en 15 ou 20 ans. Comment on a financé ça? C'est un peu magique. Je ne sais pas comment c'est. S'il y en a qui ont mis des bougies à la cathédrale, à la synagogue, je ne sais pas où, mais en tout cas, tout a été prêté. On a tout fait sans les banques. Aucune banque en termes d'emprunt. Donc, c'est des contrats de confiance des gens qui ont prêté, les habitants eux-mêmes, moi-même un petit peu. Moi, j'ai mis une petite somme. Il y en a qui avaient beaucoup et ils ont mis beaucoup. Donc, il y a tout un système de mutualisation. Cette somme qui est apportée, elle est prêtée, on y reviendra, elle est prêtée à la société, comme sur un compte courant d'associés en fait. Des prêts à taux zéro, mais ce n'est pas une banque, ce sont les 250 000 de la CARSAT RSI, essentiellement parce que très orienté ça coûte moins cher qu'un EHPAD, que les personnes âgées dans la solidarité ensemble, coûtent moins cher à ces structures-là, à ces caisses. Donc elles investissent, et là c'est un filon, on est bien. Maintenant, ça demande effectivement d'avoir la moitié des appartements qui soient aménagés pour des personnes à mobilité réduite, etc., ou des personnes fragilisées, quoi, physiquement. Le conseil régional, très ciblé, Rhône-Alpes, très ciblé sur le solaire. La Fondation de France, là, très ciblée sur la solidarité, 45 000. Comment on s'y prend? Qu'est-ce que c'est que ce intergénérationnel? On y reviendra à la fin. Et 1 million, on l'a dépassé là, entre le moment où j'ai fait cette présentation et aujourd'hui, il y a eu 400 000 de plus qui sont rentrés, on a tout bouclé. Des prêteurs solidaires, c'est des gens qui se disent ben, j'ai de l'argent à la banque qui dort, s'il y a un collapse financier, de toute façon on perd tout, et un contrat de confiance avec nous tous, avec le projet, avec l'intention. Donc ils prêtent, c'est indexé sur le coût de la vie, sur l'IRL, et avec des modalités de remboursement étalées. Et quand je mets en bas, il ne manque plus que 100 000 pour boucler, et bien terminé, ça y est, on a bouclé. Donc il y a tout un phénomène là de solidarité pour des gens qui ne vont pas habiter là, qui connaissent l'un, qui connaissent l'autre. C'est soit effectivement, bien sûr, au premier chef, le réseau familial,
mais aussi des personnes qui disent oh, c'est trop chouette, ils sont invités, ils viennent, ils disent ben, moi je peux. Et là, on est très surpris par la capacité de faire confiance ensemble. La structure juridique, alors voilà, l'intention c'est celle-là. Ensuite, les moyens juridiques sont les suivants. C'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire de son appartement. Les appartements appartiennent à la société coopérative à but non lucratif. Alors SAS, on l'a vu, c'est très simple. Tous les documents, pour les personnes qui sont intéressées, tous les documents juridiques de montage, statut, modalité, tout est disponible en open source sur ecorabi.org. C'est-à-dire qu'on estime que cette expérience c'est un bien commun et on a bossé comme des malades, hein, avec des conseillers juridiques, c'est des milliers et des milliers d'heures. Mais on se dit que soit on est propriétaire et on va le facturer, mais ça n'a pas de sens. Et on se rend compte que ben on la met voilà, on s'est dit non, on le met à disposition. Et de fait, il y a des habitats, des groupements, des gens un peu partout en France qui nous appellent et qui s'en inspirent, voire qui honteusement le copient. En fait, c'est pas honteux, c'était notre souhait. Puisque nous, on réussit à faire quelque chose avec, on va dire, il y a un facteur chance, mais bien sûr, mais il y a aussi un facteur de maturité. Alors, la coopérative, vous connaissez le principe, un personne, une voix, quelqu'un qui est mis 300 000, moi, mis 10 fois moins. Alors que sur une SCI, tout l'intérêt, la SCI, on est toujours dans le système capitaliste, celui qui a la majorité en action, en poids, c'est lui qui prend les décisions. Là, ça n'a rien à voir. Chacun, sa présence même, bon, bien sûr, il faut acheter une part à 1 000 €, une part de la coopérative. Les apports, les prêts sont sur le compte courant associé, donc c'est bien différencié. But non lucratif, c'est clair, c'est qu'à terme, une fois tout remboursé, aucun bénéfice, comme une association à but non lucratif. Hein. Ils sont mis en réserve ou réinvestis pour améliorer. Alors, les améliorations après la construction, la finition du troisième bâtiment, c'est essentiellement des améliorations paysagères tout autour de nous, sur 1 hectare. 2, de protéger aussi d'autres parcelles, on est dessus là, d'autres parcelles qui sont mitoyennes et qui elles aussi sont visées par les promoteurs pour faire du béton. Donc, chaque fois qu'on a ces réserves-là, on met la main, on bloque les parcelles, non pas parce qu'on veut personne autour, on est d'accord que les personnes viennent s'installer autour d'un petit paradis, mais en respectant des valeurs, pas des valeurs, une intention de respect environnemental, des valeurs humaines aussi minimum. Donc on peut revendre éventuellement ces parcelles qu'on a acquis pour se protéger des promoteurs béton, pour inviter d'autres sociétés de groupes qui voudraient s'implanter à côté. On est donc toujours sur ce qui change, hein, l'intention à l'origine de la SAS, des statuts, etc. C'est collectif et nous avons tous un droit d'usage, de jouissance. Et j'insiste là-dessus, d'un espace privatif. Quand je suis chez moi comme en ville. J'ai pas envie d'être gêné, j'ai pas envie qu'il y ait du bruit, j'ai envie d'être tranquille ou bien ouvert, mais en tout cas, ce lieu-là, on n'est pas en communauté, voilà. C'est pas une communauté agricole, une communauté spirituelle, ce que vous voulez, non, tout simplement, on vit tous ensemble. Créer un bien commun qui appartient seulement à ses usagers. Et ses habitants, c'est eux qui prennent les décisions. Toutes. Comment on va faire? Eh bien, tout doucement, au fur et à mesure, avec les loyers, on va après le détail des loyers, on désendette la coopérative et d'ici quelques décennies, on aura tout remboursé. Mais surtout, à ce moment-là, on pourra accueillir des personnes sans avoir des préalables. Là, par exemple, 1 000 €, 1 000 € une action, un apport pour savoir si je peux, mais de toute façon, avec un droit d'entrée de 10 000 € pour un célibataire et 15 000 pour un couple. Alors pourquoi? Mais tout simplement pour avoir de la trésorerie. Et ces deux valeurs que je viens de donner, on ne peut pas les revendre, elles ne seront pas récupérées. C'est une forme de droit d'entrée qui finance l'ensemble des milliers d'heures de travaux, de réflexions qui ont été faites avant. C'est évident qu'après, une fois que tout est assaini, remboursé, il n'y a plus besoin de ça. C'est juste les financements d'entretien. On y vient.
Comment tous les mois, ben, je paye un loyer. Le but, c'est en 20 ans, on rembourse tous les emprunts des gens qui n'habitent pas là. Hein. Ceux qui habitent là, ils seront remboursés peut-être plus tard. Très faible charge, 100 euros, ou est-ce que je paye même pas 98 pour une célibataire, qui comprend l'eau, l'électricité, Internet, taxes foncières, ordures, ménagères, consommables, frais de gestion. C'est-à-dire tout ça, si on voit tout ça, on est sur une économie d'échelle. Et, donc on est 19 appartements, donc ça fait à 100 euros, 1900 euros par mois qui financent tout ça. Et c'est évident que si on avait fait plein de maisons individuelles, par exemple, en bois écologique, les charges auraient été beaucoup plus fortes. Il y a une part d'épargne que je rajoute, selon la surface du logement, mais que je récupérerai en partant. La part d'épargne, c'est quoi? C'est tout simplement avoir toujours de la trésorerie d'avance. On sait bien que les structures, qu'elles soient associatives, coopératives, se plantent, hein, parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre en cas de pépin, et il faut de la trésorerie. Comment, et sans trésorerie, alors cette trésorerie, elle peut venir d'un emprunt, de ce qu'on voudra, hein, à la banque, de ce qu'on voudra. Mais c'est là où il y a souvent des plantes. Quand il y a des plantages, ils sont soit humains, soit trésorerie. Je fais court, bien sûr, mais c'est comme ça. Et surtout, à la fin, entre les revenus de chacun, les personnes âgées là, qui ont peu de revenus, des petites retraites, en milieu rural où on connaît la musique, mais qui ont pu faire un petit apport parce qu'ils ont vendu une parcelle, mais ils ne peuvent pas payer l'intégralité de ce qu'ils ont à payer. Et donc, du coup, il y a d'autres personnes qui disent pas de problème, moi je peux compenser en trésorerie, je vais augmenter ma part d'épargne, donc la trésorerie est équilibrée, et la personne qui est non pas fragile, mais quand même très très juste, peut continuer à habiter là. Donc, et le loyer lui-même, donc il y a les charges, on l'a vu, le loyer lui-même en 110, 110, 170 selon la surface, hein, bien sûr. Moi, je suis à 110 pour 50 mètres carrés, 100 euros de charge. Et après, je mets en plus pour abonder une trésorerie qui est à moi. Elle est à moi parce qu'elle est sur le compte courant d'associé, que je récupère le jour où je m'en vais, ou mes héritiers. Comment on fait? Pour rentrer, c'est très long. On prend le temps d'abord prendre bien le temps de se connaître. Et quand je suis arrivé, moi par exemple, j'étais déjà bien engagé, j'ai pris le temps d'observer, j'ai pris un petit appartement pas loin, à côté, dans le village de Dieu-le-Fils, et puis je me suis mis à bosser avec eux, faire la fête avec eux, et voilà. Et quand on veut partir, par contre, quand on ne vend pas l'appartement en termes de foncier, c'est le groupe qui décide qui va rentrer. Donc le but du jeu, c'est qu'il n'y a pas de spéculation immobilière sur le bâti. On investit, alors le mot investissement là est plutôt, euh, c'est pas un investissement spéculatif dans le sens où on ne met pas de l'argent, c'est un prêt solidaire en fait, c'est le prêteur solidaire plus qu'un investissement en termes de sémantique, et selon ses moyens. Et ce qu'on a mis, moins effectivement le droit d'entrée et une part de la société, effectivement, on le laisse en général. Pour l'instant, on est plus dans le processus de rentrée. Tout le monde est dans le troisième bâtiment, donc 6 personnes, 7 dans un an. On habite tous autour avant de rentrer. On est déjà sur place, quoi. Donc on participe activement en tant qu'acteur associé à la gestion. Et on y arrive. Comment on fait tout ça? On fait tout. On fait tout. On passe beaucoup de temps, effectivement, au début en tout cas, on verra un petit peu plus tard, mais là. Et un week-end par mois, on fait le conseil d'administration. Par contre, après, il y a des commissions avec une légitimité, avec des outils d'élection sans candidat. J'y reviendrai, mais en fait, on n'est pas sur un système pyramidal de leadership financier déjà, mais on est sur des leaderships de compétences. Donc, on fait des commissions, des groupes de travail, on appelle ça des cercles, hein, qui vont s'occuper de la com. Et là, ce que je fais avec vous, moi, je suis dans la commission s'ouvrir sur l'extérieur, sous-commission SMAG. Je suis aussi dans le pilotage construction, tant qu'il y a des constructions, après quand ce sera fini, le troisième bâtiment et la maison commune, elle se dissout.
Une équipe culture vivrière, permaculture pour rien, pour le faire, pour la joie de le faire. On n'est pas dupe, on va pas tous manger de cette production, on n'est pas agriculteur, mais quand même, on veut le faire quand même. La maison commune, paysage. Alors on prend ces décisions, il y a deux types de décisions. Et les décisions opérationnelles, et ça, chaque commission prend avec des marges de manœuvre, prend les décisions qui s'imposent en termes d'action opérationnelle. Par contre, dès qu'il y a une question qui met en jeu l'éthique ou qui pourrait mettre en danger la structure, là c'est le CA qui confirme en tout cas ou qui prend les décisions. On utilise beaucoup et c'est un outil extraordinaire. Moi j'ai été manager de plusieurs entreprises de l'économie sociale. La communication non violente. Vous imaginez bien qu'un machin comme ça, ce qu'on a fait là, demande c'est forcément des fortes personnalités hein, et caractères battants, et donc ça frotte assez facilement. Et que ces outils donc, de la communication non violente, nous on travaille non violente à l'université du Nou, ils sont à Lyon, et permet de, comment dire, avec ces outils-là, de de pouvoir relativiser nos caractères, nos colères, nos peurs, etc., ou en tout cas les mettre sur le tapis, mais qu'au bout du compte, les décisions sont prises une fois qu'on a fait le tour des objections, des oppositions. Et alors ça prend du temps au début, parce que on remet sur le tapis jusqu'à ce qu'on voit bien que la peur de quelqu'un, on ne peut pas l'effacer comme ça. Mais une fois que la décision est prise, on ne revient plus dessus. Souvent, quand on travaille, on prend des décisions, mais il y a toujours quelqu'un qui la valait de travers, qui n'est pas vraiment à l'aise avec ça. Et finalement, la décision est prise, mais elle n'est pas opérationnelle, puisqu'elle est remise en cause et peut-être on pourrait faire autrement. Donc là, c'est très long au début. Mais après, une fois que la décision est prise, on ne revient plus dessus et ça avance. C'est très efficace. Et en plus, on est beaucoup moins aigri, bruit de couloir, tout ça, il n'y a pas trop. Et effectivement, pourquoi tout ça? Parce que si c'est juste habiter, avoir un toit et une cheminée, c'est pas la peine. Moi, il n'y a pas de cheminée, mais c'est qu'on est OK. Là, j'insiste encore, c'est pas une vie communautaire, mais on se forme, on apprend à se respecter. Et en particulier, vous voyez, les cercles restauratifs, c'est un outil de la communication non violente qui permet avec une équipe une méthode assez simple, et on n'est pas thérapeute là aussi, hein, s'il y a des personnes qui sont déglinguées, on n'est pas là pour les soigner. Par contre, on peut restaurer une relation qui, la plupart du temps, s'est dégradée à cause d'un malentendu, une incompréhension entre eux ou un jugement décalé. Voilà, et puis on fait plein d'exercices, de jeux, de relations, d'apprendre. Et souvent, ouais. Et donc on arrive, pourquoi tout ça? J'ai fini, c'est le dernier. Ok. Voilà, donc l'entraide, on s'occupe des petits, on s'occupe des plus âgés, on mutualise ce qu'on peut, les cours, dépannage, vous voyez, hein, et des fêtes, des repas, on fait une cantine. Là, on va peut-être démarrer une épicerie solidaire. Voilà. Et puis, c'est pétillant, vivant. Quand je suis parti à la retraite, j'hésitais à aller m'installer devant ma cheminée au fin fond de l'Ardèche. Et puis, je me dis non, il faut que je fasse un truc qui ait du sens pour moi. Voilà, j'ai terminé. Merci Joël. Donc, pour ceux qui sont rentrés en cours de route, je suis Patrick Guillemot de Cap Rural et modérateur de cette webconférence. Merci Joël d'avoir tenu le timing à peu près. Simplement, donc là maintenant on est dans une phase de questions-réponses, échanges, débat avec Joël. J'ai pas vu arriver de questions par chat pendant la présentation. Est-ce que quelqu'un a tout de suite une question, une réaction? Dans ce cas-là, il actionne ou elle actionne son micro et elle pose la question ou son avis à l'ensemble. C'est toujours difficile de commencer, je sais.
Non? Personne? Alors moi je vais, en attendant que, voilà, comme c'est la première qui est difficile, on va commencer par la deuxième. Donc je vais poser une question moi à Joël. Euh, Comment se Hmm. fait le lien à la population locale, on va dire native? Parce que peut-être que dans les éco-ravissants, il y a beaucoup de néo ou de revenants. Revenants au sens je reviens dans mon territoire d'origine et néo en tant que dans le sens je suis urbain et je reviens à la campagne. Comment se fait le lien à la population locale et le lien à la commune et à la communauté de communes? Ok. Euh, Dieulefit, 3300 habitants, pour configurer hein, le dimensionnement. Euh, quasiment tous des habitants sont d'une manière ou d'une autre impliqués dans la vie culturelle, sportive et militante écologique. Alors militante pas dans le sens partisan d'un parti, mais d'une action donc de terrain. Euh, le fait qu'il y ait déjà des enfants, 17 enfants, on imagine bien que euh, on est en relation avec l'école, avec les collèges, et on est alors sur pareil, on est un peu reconnu maintenant comme étant des gens normaux et pas des babacools dreadlocks qui fument un pétard. Hein, mais il y a toujours des gens réticents. Mais globalement, on passe notre temps dans le village, enfin le bourg, quoi, à faire plein de choses avec eux. Et bien sûr, on a rejoint pour les prochaines élections municipales une liste éco-responsable, on va dire. J'ai répondu à la question ou des précisions? Est-ce que vous avez été voir l'intercommunalité pour parler de votre projet? euh, Non, parce qu'elle est, comment dire, c'est pas qu'elle est inactive, elle est essentiellement centrée sur du technique. Du technique, ouais, on n'a pas eu d'écho là-dessus. Et puis, comme il y avait un bouleversement de municipalité, les élections approchant, une fois que si cette liste à laquelle on participe, sans être identifiée, une liste éco-ravie, hein, pas du tout. Hein. Euh, on y verra plus clair avec cette communauté de communes qui est quand même un petit peu squattée par des, des fortes personnalités, on va dire. Merci. Alors, je redonne la parole aux participants, là, si vous avez des questionnements, des réactions, des étonnements, prenez la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Très bien. J'aimerais avoir un peu plus de précision sur les procédures d'entrée. En fait, vous avez dit que vous passiez beaucoup de temps, du coup, avec les habitants, futurs habitants, dans un processus d'entrée. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus formelles euh, de, de, de temps passé ensemble, de temps et un moment de prise de décision, du coup, avec peut-être un vote. J'avais vu ça dans certains groupes, un vote pour donner l'accord aux futurs entrants, par exemple, et quels critères, est-ce qu'il y a des critères vraiment établis ou est-ce que c'est un peu au feeling, quoi? Pouvez-vous préciser qui vous êtes et d'où vous parlez, s'il vous plaît? Oui. Oui, pardon, Claire Viel, je suis sur un projet d'habitat groupé dans la Nièvre, qui est un projet en construction. En fait, on a acheté le foncier et il y a une grosse partie à réhabiliter pour faire des logements. Donc, pour l'instant, il y a 3 logements habitables sur place. Donc, Merci. on a créé une association et une SCIA. Alors, réponse de Ok. Joël sur les entrées. À la dernière question, une fois que tout le processus formalisé, que je vais vous décrire très simplement, le dernier, c'est effectivement au feeling. C'est-à-dire que est-ce que cette personne qui est venue à notre rencontre, qui souhaite intégrer un appartement à terme, euh, c'est effectivement au feeling parce qu'on a chacun d'entre nous, on a pris du temps de papoter, de boire un coup.
Donc c'est effectivement une sensation, et je dirais le critère global au-delà de la sympathie naturelle ou autre, ou idéologique, ou voire d'engagement militant ou spirituel, mais c'est pas notre but, hein, chacun vit ce qu'il veut, c'est, je dirais, un critère de maturité. Des gens qui ont des comptes à régler avec la terre entière. Mm. Effectivement, ça passe pas très bien. Ça, c'est le dernier vote à l'unanimité. Le processus, c'est assez, qui se passe en 2 temps. La première, c'est 3 même. Quelqu'un vient visiter, on organise une fois par mois une visite, il s'inscrit, une visite guidée, on va dire. Joël, je ne t'entends plus. Joël, pourrais-tu remettre ton micro en service, s'il te plaît? Conseil de l'initiation en silence, il peut venir encore une fois ou deux. Partager avec une liberté de parole à ce moment-là, non pas de décision, mais de partager les points de vue. Vers l'intelligence collective, elle passe aussi par là. La biodiversité de l'intelligence. Et après, si elle est Joël, on ne t'entend pas. Joël, est-ce que tu m'entends? Joël, il n'y a plus de son. On ne t'entend plus. Bon. Joël? Joël, tu nous entends? Joël, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux remettre en service ton micro? Joël? Alors désolé pour ceux qui sont encore en connexion là pour ce problème technique. Joël, est-ce que tu m'entends?
Joël, on ne t'entend pas. Joël, est-ce que tu peux essayer, si tu m'entends, de nous appeler par téléphone? Dans le mail que je t'ai envoyé avec les codes de connexion, il y a un numéro pour appeler par téléphone. Allô, allô? Ah, bordel. Pardon. Oui, est-ce que vous m'entendez? J'essaye de contacter Joël par tous les moyens, mais je ne peux pas. Ce que je vous propose, je suis vraiment désolé de ces problèmes techniques, c'est de faire remonter vos questions via le chat et Joël tentera d'y répondre dès que possible. Euh, je suis vraiment très très désolé de ces problèmes techniques. C'est peut-être, je crois, la première fois que nous perdons la connexion.
Je vous propose je laisse ouvert la webconf, donc pour que vous puissiez faire part de vos questionnements. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous dis à très bientôt. J'espère dans le cadre du cycle des prochaines conférences. Désolé encore et à très bientôt.